Bonjour et bienvenue dans Poitou Pop, votre émission qui vous apprend à manger du bourgeois sur les ondes de Radio Pulsar 95.9. Alors aujourd'hui, une émission en équipe restreinte. C'est ça la France à Macron, la France où les gens tombent malades malheureusement, et notre équipe à Poitou Presse n'est pas restée indemne. Mais les plus vaillants sont ici, notamment Edu Plénaire à la technique. Bien le bonjour. Bonsoir. Et on a également en invité aujourd'hui Mehdi. Bien bonjour. Bonjour. Et on va donc tout au long de l'émission vous proposer de multiples sujets, enfin surtout un finalement, les méchants américains qui dominent le monde avec leur impérialisme. On va surtout parler, on va dire, de la révolution en Iran qui est en train de se jouer aussi également. Dans un premier temps, on a une intervention de Fernanda Cabalous qu'on a interviewée samedi dernier à Chauvigny. On a discuté avec elle de la situation qu'il y a au Chili, notamment l'enjeu avec l'Amérique latine, les États-Unis qui sont arrivés au Venezuela et qui ont imposé leur embargo et leur diktat sur l'économie du pays. Et donc on voulait comprendre un peu les enjeux du Chili, la mémoire aussi qui pouvait subsister d'Allende. Parfois ces conclusions nous dépriment un peu, notamment avec le retour dans les mémoires de Pinochet, un peu cette envie qui est des Chiliens et des Chiliennes, mais elle nous explique le pourquoi du comment, et donc du coup on va pouvoir l'écouter et on se retrouve tout de suite sur les ondes de Radio Pulsar. Et pour ça, Edu Plénaire, je te laisse faire une sublime introduction. Une petite introduction, simplement, c'est que cette émission Poitou Pop est en lien avec Poitou Presse, la chaîne Insta Poitou Presse, la chaîne YouTube Ventre Presse, et donc vous trouverez cette interview qui dure à peu près une demi-heure en version complète sur Ventre Presse et la chaîne Insta Poitou Presse. Là, on a fait quelques extraits. Donc, on a coupé un petit peu les questions qui concernaient un peu la politique intérieure du Chili, mais il y en a quand même un petit peu. Là, disons à peu près le tiers d'interview. Si vous voulez écouter ça plus longuement, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Mais voilà, on va écouter un petit peu ce qu'elle nous dit, pourquoi, ce qui s'est passé réellement au Chili, et un petit peu les implications que ça peut avoir sur les questions internationales, quoi. Et quelque chose qu'on peut dire, on va faire peut-être un petit voyage de l'Iran à Chili. Un voyage historique. C'est ça l'internationalisme. Vous allez voir qu'il y a quelque chose que, bien sûr, que nous partageons énormément de choses avec les camarades, avec le peuple chilien. Mais c'est vraiment intéressant de parler de cette dimension historique, quelque chose qui a commencé de faire le lien entre les deux. Voilà. Reste avec nous, donc on se retrouve dans une petite dizaine de minutes, mais écoutez cette interview qui vaut largement le détour sur Radio Pulsar 95.9. Mais tu enseignes aussi, si je ne dis pas de bêtises, à Sciences Po à Sciences Po et à l'Université de Poitiers, les deux. Et ta spécialité, c'est l'Amérique latine? Oui. À la fois, parce que tu es originaire du Chili, mais tu as aussi fait un doctorat sur le sujet. J'ai fait sociologie, Sciences Po et après un doctorat en anthropologie. D'accord. Et donc on t'a interviewé, alors tu es déjà passé dans la première émission de Poitou Pop, on va parler de Salvador Allende, notamment par rapport aux commémorations du 40e anniversaire de la mort de Salvador Allende il y a 2 ans déjà. Et on te revoit aujourd'hui parce qu'il y a eu l'élection de Cast, qui du coup se revendique ouvertement de Pinochet, et qui du coup il a été élu dans une élection face à une candidate communiste qui était représentante de l'Union de la gauche et qui incarnait peut-être la continuité avec le président actuel. Et voilà, donc peut-être quelle est ta première réaction là-dessus, ou peut-être la réaction, évidemment, mais aussi l'explication que tu donnerais de cette situation. Qu'est-ce qui fait que c'est arrivé, ça, finalement? Oui. La première réaction, c'est que c'est une fatalité, une grosse fatalité pour le pays. Après, Juan Antonio Cast, il ne vient pas de nulle part. C'est quelqu'un qui fait partie du scénario politique depuis 88. Il a participé du référendum de la continuité ou pas de la dictature. Donc bien sûr, il était dans la partie oui pour la continuité. Et après, il a fait partie d'un parti traditionnel de droite, ça s'appelait la Union démocratique independiente, la UDI. Et il a commencé à prendre plus de force, je dirais, vers 2018 à peu près, avec quelques faits divers qui ont été où les protagonistes c'était des migrants colombiens. Et il a mené toute une histoire de manifestation contre les migrants dans le nord du Chili et dans la zone des mines de cuivre, c'est la zone la plus riche du Chili. Et du coup, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de migrants qui viennent travailler là.
Et la délinquance à cet endroit-là a un peu monté ces années-là. Et en 2019, avec l'élection de Bolsonaro, au Brésil, il a lancé son parti. Donc c'est un nouveau parti, le Parti républicain. Et c'est à partir de là qu'il a vraiment commencé à mener une campagne présidentialiste et qu'il a commencé à vraiment prendre de la force. Donc il vient pas de nulle part, on l'a pas trop vu avant, mais c'est quelqu'un quand même qui existe dans le paysage politique chilien depuis un bon moment quand même. Et comment est-ce que ça s'explique ça, vu que par exemple on voit en Espagne il y a un retour du franquisme, en Amérique latine c'est comme si aussi par moment on essaie de ressortir les dictateurs des années 70 qu'on mis en place avec l'aide par moment des États-Unis, etc. Comment est-ce qu'on l'explique ce retour un peu des images déjà du dictateur ou de l'autocrate fasciste ou non dans un pays et le fait que on se dise en vrai est-ce qu'on pourrait pas réutiliser ça dans des élections. Il y a des candidats du coup qui, comme tu viens de le dire, utilisent cette image-là dans les élections. Il l'a pas fait depuis le début. En fait, c'est une fois qu'il avait une notoriété plus importante qu'il a commencé à parler de la nostalgie de Pinochet. Au début, non. Au début, il était plutôt anti-migrant et pour la sécurité. En fait, c'était vraiment un discours anti-délinquance et anti-migrants. Toujours en mettant la faute sur les migrants, que la délinquance montait à cause de l'arrivée des migrants, surtout colombiens, vénézuéliens, haïtiens et péruviens. Et comment ça s'explique ? Il y a plusieurs choses. Déjà, chez les jeunes, on a une toute première génération qui n'a pas le vrai traumatisme de la dictature. Aussi qu'au Chili, on n'a jamais eu un travail en éducation de mémoire ni de justice par rapport à la dictature. Et du coup, ce sont des générations qui ne sont pas très au courant. Ça reste encore un sujet tabou là-bas, la dictature ? Oui. Donc c'est que dans les familles engagées de n'importe quel côté où on va retrouver des jeunes qui sont vraiment au courant de tout ça. Mais sinon, c'est une génération assez passive au sujet de la dictature et assez ignorante. Quand on parle aux jeunes de Salvador Allende, ils pourraient croire que c'était quelqu'un d'autoritaire, par exemple, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et il n'y a pas eu ce travail de mémoire, donc ça permet ça, déjà, que toute une nouvelle génération n'a plus peur de la dictature, comme la mienne, par exemple. Moi, je suis née en dictature et j'ai grandi dans cette période de transition qui était très dure. Et après, mes parents, par exemple, ils ont vécu tout le long. Donc, c'est des générations qui n'auraient jamais osé défendre des propos pinochetistes. Jamais. Dans mes souvenirs, moi j'ai quitté le pays il y a 15 ans. Et dans mes souvenirs, à mon époque, quand j'habitais là-bas, avoir un discours de nostalgie de Pinochet, c'était très mal vu. Très, très, très mal vu. Et pourtant, Bolsonaro arrive, Milei d'un autre côté, etc. Et puis on commence à se lâcher. Et tout ce discours de sécurité, d'anti-migrants et tout, se mélange après le discours fasciste directement, pinochetiste dans ce cas-là. Lui, il a même apparu avec des amis qui portaient des... Il y a une photo qui a été prise en 2019, je dirais, à l'époque de Bolsonaro, en fait. Cast, il était avec un ami à lui. Et son ami, il avait un t-shirt dans lequel il y avait un hélicoptère. De l'hélicoptère partait un corps qui était lancé vers la mer. L'image, c'était ça. Et la phrase, c'était un truc genre Pinochet a fait le nettoyage. Ah ouais. Et ça, dans un truc, une conférence de presse, une photo officielle, en fait. C'est hyper violent. Hyper violent. Et avant, on n'aurait pas du tout accepté ça. C'est quoi l'espérance du Chili dans un continent où les États-Unis en fait essayent de grignoter chaque petit territoire? On voit justement, Donald Trump a dit il dit que c'est pour des effets de drogue. C'est pour ça qu'il a allé au Venezuela. On sait très bien que c'est juste l'arbre qui cache la forêt, que c'est pas du tout pour la drogue, mais que c'est bel et bien parce qu'il veut contrôler l'entièreté du continent. Nous en Europe, on a la France qui envoie des soldats en Groenland, etc. Trump dit qu'il veut envahir le Mexique, la Colombie, retourner à Cuba, tenter d'aller à Cuba et de faire ce que Kennedy n'a pas réussi à faire. Et donc l'Équateur aussi. Donc comment est-ce que le Chili justement peut se positionner par rapport à ça? À la limite, j'ai envie de te dire, c'est mieux d'avoir un président d'extrême droite dans ce contexte, quoi. Non mais oui, si on avait eu Janet Jara, communiste, mais là ça serait très 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 tendu. Ça serait l'histoire qui se répète, quoi. On est dans les années 73 quoi. Et non, là ce qui va se passer par rapport au Chili, c'est que ça va se négocier entre quatre murs. En fait, le pays va être à vendre.
tout simplement. Un pays à vendre. Et puis les États-Unis vont avoir les investisseurs qui vont venir en masse. C'est pas nouveau, hein. Ça c'est quelque chose qu'on a depuis la dictature et depuis toute cette période-là, parce qu'on a une constitution qui date de l'année 80, donc c'est la constitution de la dictature qui permet l'achat des ressources les plus importantes du Chili, des terres, etc. Donc c'est pas nouveau. Déjà, le Chili est un pays extrêmement privatisé, et là, ça va continuer dans cette dynamique-là. Donc je pense qu'il n'y aura pas un vrai impact d'intervention directe, vu que la porte est ouverte. Et par contre, il y a deux choses qui sont à peu près protégées, c'est le cuivre et le lithium, les deux principales richesses du Chili, et que là, Castille pourrait les libérer. Et là, ça changerait la donne, parce que ça représente, je ne suis pas sûre du montant, mais ça doit représenter facile 48% des entrées d'argent pour le pays. Donc là, ça serait très, très, très risqué. Et c'est quoi le lien qu'entretient le Chili politiquement avec les autres pays d'Amérique latine ? Est-ce qu'il y a une bonne attente déjà de base en Amérique latine entre les pays, ou est-ce qu'il y a des tensions qui font que justement les États-Unis s'en servent pour pouvoir s'implanter plus facilement ? Il y a des tensions historiques, mais des trucs sans importance qui viennent des guerres précédentes. Mais des guerres, comme nous avec l'Alsace et la Lorraine. Voilà. Le Chili a toujours eu des tensions avec l'Argentine, Pérou et Colombie, et Bolivie, à cause de l'histoire, mais ce n'est pas des vrais conflits actuels. Et là, le président actuel de gauche, du coup, parce que Castille a assume en mars, ça faut le savoir. Nous, on a 3 mois de transition. Et le président actuel, il avait des vrais conflits avec Milei en Argentine. Et ça par rapport à une ouverture d'intervention de l'Israël en Patagonie. Et la Patagonie, c'est un territoire qui est partagé par le Chili et l'Argentine. Enfin, il y a bien la frontière qui marque à qui appartient quoi, mais en gros, c'est une région partagée, quoi. Et l'Israël est dedans depuis 20 ans. Et Milei, il a permis l'arrivée de beaucoup plus de soldats israéliens, etc. dans cette période-là. Et ça, c'est vrai que ça a donné de tensions importantes récemment entre le Chili et l'Argentine. Mais vu que Castille débarque et qu'il est pote de Milei, là, ça change tout. Ça change tout, ça va être dans cette dynamique-là, et puis pas de conflit. En tout cas, pas un interventionnisme comme on a eu au Venezuela. Non, je pense que le Chili ne risque rien. Oui. Enfin, on l'espère en tout cas, on l'espère pour eux. Ce qui n'est pas bien non plus, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la porte est ouverte, venez acheter nos ressources, venez acheter nos terres, et puis voilà. Ouais, ça, en fait, c'est que là, avec le Venezuela, ça a donné un coup de force, un coup de projecteur sur le fait que les États-Unis avaient les moyens d'enlever des présidents, et que la CIA était toujours aussi forte pour préparer des choses. Mais justement, ça sert aussi de moyen de pression sur les autres pays pour leur dire attention, soyez d'accord avec nous, mettez-vous autour de la table, sinon c'est nos armées qui vont arriver. Je pense que si l'intervention de Trump aurait eu lieu avant les élections, mais Castille gagne encore avec plus de pourcentage. Parce que là, ça aurait été la peur du communisme, mais dans toute son splendeur, en fait. Ça aurait été vraiment énorme. Parce que là, c'est une histoire qu'on connaît très bien, nous. On a un président de gauche, et puis les États-Unis viennent, et le tuent, et puis voilà, on connaît l'histoire. Et après, par rapport au Venezuela, je voulais dire, l'histoire du Venezuela a quand même un impact, pas des moindres, avec ce qui se passe actuellement au Chili. Parce que le Chili a accueilli énormément de Vénézuéliens les dernières années. C'est la première communauté d'étrangers actuellement au Chili. Avant, c'était les Péruviens. Maintenant, c'est les Vénézuéliens qui sont venus en masse avec un discours de droite. Toute cette population qui arrive au Chili parle mal de la gauche, parle mal des expériences de gauche, avec un discours très facho même. Et avec toujours cette idée de si vous faites ça, vous allez finir comme nous. Si vous votez par Yanet Jara, vous allez finir comme le Venezuela. Nous, on connaît l'histoire, ne le faites pas. Et le président qui a invité les Vénézuéliens à venir en masse, c'était le président de droite avant l'actuel, Piñera. Et lui, il les a invités carrément à venir et il leur a donné le droit de vote. Les Vénézuéliens au Chili votent. C'est les seuls étrangères qui ont le droit à voter. Et ça, c'est pas au hasard. C'est pas nous, oui. C'est parce que c'est un vote de droite. D'ailleurs, ils veulent supprimer maintenant le vote des Chiliens à l'étranger. Parce que les Chiliens à l'étranger, on vote à gauche. Le vote des Chiliens à l'étranger pour les élections chiliennes, c'est ça ? Oui.
Oui. Et les Colombiens, les Haïtiens, les autres, ils n'ont pas le droit de vote. Donc c'est vrai qu'il y en a, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça représentait genre 500 000 votes des Vénézuéliens. Et c'est sûr que c'était de vote à droite. Je ne vois pas un Vénézuélien qui a quitté Maduro qui arrive au Chili en disant on va voter communiste. Pas du tout. Et dans les discussions, Je crois qu'il y a eu un... Et vous êtes toujours... C'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Putain. La France du général de Gaulle qui nous censure quand on veut parler du Chili, on ne peut même pas écouter jusqu'au bout, nom de Dieu. Si jamais cette intervention de Fernanda vous a intéressé, on vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube de Ventre Presse où vous avez l'entièreté de la discussion où on parle de la politique du Chili, de la constitution du Chili, mais également de la relation avec la politique internationale et l'Amérique latine. Comme on vient de l'entendre. Qu'est-ce que j'ai parlé vite? Et aussi, on pouvait aussi rappeler aussi que Fernanda a été notre première invitée de l'émission. Un peu la marraine. C'est la première émission qui parlait justement de Salvador Allende et de sa politique à l'époque, en tout cas. Et ça avait été enregistré à l'occasion des 40 ans de la mort d'Allende. Voilà. Et ça aussi, pareil, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Ventre Presse ou le site de Radio Pulsar. 95.9. Mehdi, quand t'as écouté un peu ce qu'elle a dit, t'en penses quoi par rapport notamment à la relation des États-Unis, limite peut-être se présenter. Ah oui, mais déjà, on t'a pas présenté parce on t'a pas présenté, c'est vrai. Bon, voilà, Mehdi, d'origine iranienne, citoyen français. Et voilà, un militant politique depuis beaucoup plus que moitié d'un siècle. Et voilà, je suis anthropologue aussi, je crois, comme camarade chilien et psychanalyste. Voilà. Et donc, tu es en Iran, tu as vécu en Iran. Ton parcours un petit peu brièvement militant, à la fois en Iran peut-être, où tu as commencé à militer en Iran et puis en France, qu'est-ce qui fait que tu es ici aujourd'hui peut-être oui, ton parcours vite fait, pas ta biographie forcément. Oui, très rapidement. Je dis des fois comme ça depuis 5 ans, 6 ans. 7 ans que je suis militant politique et ça c'est à partir de la première nuit que j'ai à 14 ans, 15 ans que je dormis en prison. Je le officialise un peu comme ça, comme les premières... la date de mes activités politiques. Après, j'ai connu plusieurs années de camps et de prison sous l'Ancien Régime. Voilà, je suis venu un peu en France, un peu poussé par la famille, de m'éloigner un peu de la situation. Et puis le destin a vu que je suis toujours là. Voilà. Bon, après, c'est une question qui est peut-être pas forcément... en tout cas, politiquement, tu n'es pas... on va dire, tu n'es pas proche des milieux royalistes qui, comme d'autres Iraniens, pourraient l'être, j'imagine. Non, bien sûr que... Voilà, déjà, il y a peut-être quelque chose un peu... On entend tout sur l'Iran, des choses comme ça, par exemple, des milieux royalistes, des choses comme ça. C'est quelque chose peut-être un peu pour la compréhension et tout ça. Je pense qu'on va un peu faire souvent référence à l'histoire. Voilà, un peu l'historique. Qu'est-ce que c'est que la royauté, par exemple, en Iran? Et surtout, par exemple, les Pahlavis, cette famille-là, d'où ils viennent. Quel est notre rapport avec ça? Et que pourquoi j'étais un opposant à ce régime et que je subis un jeune homme, la répression, la torture, la situation vraiment qui à certains égards, nos camarades d'Amérique latine peuvent le comprendre. Peut-être une petite précision historique, après peut-être on va aller vraiment sur l'actualité. Ce qui est intéressant de noter, alors on ne va pas faire un truc extrêmement détaillé sur l'histoire de l'Iran, mais en fait c'est vrai que la révolution iranienne c'est 78-79. Avant, donc il y avait le régime du Shah. En fait, il y a eu deux grandes dates plutôt en Iran. 53, un coup d'État américain
qui en fait a remplacé, a éjecté le ministre de l'époque qui s'appelait Mossadegh, qui était un peu un ministre un peu nationaliste, mais nationaliste dans le sens où on l'entendrait par exemple, comme Nasser par exemple, mais en Iran d'une certaine manière. Mais à l'époque c'était comme dans une monarchie constitutionnelle, et lui il était premier ministre de plein exercice, élu démocratiquement, donc un ministre de centre-gauche, mais qui pouvait avoir le soutien critique notamment des communistes à l'époque. Et qui a été évincé par la CIA. Et en fait, le Shah a repris les pleins pouvoirs, donc après il y a eu une dictature beaucoup plus prononcée. Et après, en 78-79, il y a eu la révolution iranienne où, justement, et cette révolution, qui n'était pas forcément une révolution islamique au début, a été un peu confisquée par Khomeini et les mollahs, en gros. Mais en fait, du coup, dans les opposants, dans les opposants iraniens, en fait, il y a plusieurs catégories, puisqu'il y en a qui étaient opposants au Shah, et qui ensuite ont été soutiens de la République islamique. Il y en a qui ont été opposants au Shah, mais qui se sont retrouvés aussi dans l'opposition à la République islamique. Et il y en a, et voilà. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que finalement, il y a deux ou trois types d'opposition possible, finalement. Plus que ça, oui, c'est ça. Ouais. Juste un peu, pour avant la révolution de 79, et il y a juste quelques petites dates qui sont importantes dans la compréhension de ce qui était, et aussi le coup d'État de la CIA, revendiqué. C'est l'Iran, en 1905, devient une monarchie parlementaire. Voilà. Les premiers parlements, c'est en 1906, à peu près. La Russie, c'était à peu près 10 mois avant l'Iran, la Russie tsariste. Et donc, à ce moment-là, et c'est très intéressant cette histoire-là, qui a marqué notre histoire moderne, c'est que la révolution de la Constitution, c'était très intéressant. Par exemple, quelque chose qui pourrait intéresser, j'ai vu des remarques sur pourquoi le rapport avec la France, des choses comme ça. Par exemple, la première Parlement iranien, une de ses résolutions choisit la langue française, qui n'était pas parlée vraiment pas en Iran, comme la deuxième langue officielle de l'Iran. Alors, c'était des gens très sages, déjà étaient un peu géostratèges, puisque à l'Est, on était la colonie anglaise, l'Afghanistan, l'Inde, Pakistan, tout ça. C'était à l'Ouest aussi, de même manière, c'était sous l'influence. Donc, pour contrebalancer, il voulait contrebalancer ça, il voulait qu'il y ait des relations avec la France. Et après, la révolution, vraiment, qui était un grand progrès démocratique et des choses comme ça. Et d'une certaine manière, beaucoup de gens à l'époque, ils connaissaient ce qui s'est passé en France. La Révolution française était connue pour les leaders politiques et tout ça. Et alors, à cette époque-là, sous l'impulsion des Anglais, qui était l'empire de l'époque, l'Amérique de l'époque, il faut le comprendre que c'était les Anglais, ils ont soutenu un mouvement républicain étrange. Il y avait, alors, dans ce mouvement républicain, c'était justement le père de Shah, qui te faisait un peu soutenu par les Anglais. Et un peu comme à la Révolution française et Napoléon Bonaparte, lui aussi, c'était un grand militaire. Il a pu pacifier un certain nombre de choses. Et il s'est soutenu avec un mouvement qui était mouvement républicain. Et un peu 3 ans plus tard, il a fait un coup d'État carrément et il se déclarait le roi d'Iran. Et c'est comme ça que la dynastie Pahlavi est venue en Iran. Alors cet homme, avec la forme de nationalisme, des choses qu'il avait, il avait un peu évolué, il a essayé de faire un peu progresser le pays. Et donc il a eu des relations avec des Allemands, des choses comme ça pour la sidérurgie, le chemin de fer et des choses comme ça. Et arrive la Deuxième Guerre mondiale. L'Iran se déclare neutre, comme la Turquie, comme l'Espagne franquiste et tous ces gens-là. Sauf que en même temps, il y avait un passage libre et je dirais, c'était pas une neutralité totale, comme c'était la Turquie ou des choses comme ça. Il était plutôt, les forces alliées pouvaient traverser l'Iran, il y avait certaines facilités. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en
1943, la conférence de Téhéran, les Churchill, Staline et Roosevelt se sont réunis à Téhéran et ils ont destitué le Shah d'Iran, le père de Shah, le grand-père de la clown que vous voyez actuellement. Alors, et il a été expulsé, il est venu en France et puis il était exilé en l'île Maurice. À partir de 1943, son fils est devenu le roi. C'est-à-dire que la constitution d'Iran, c'était une constitution à peu près équivalente de ce qu'est la constitution de Belgique, les plus proches. Et donc, il y a une période démocratique en Iran, il y a une liberté de presse, il y a des choses comme ça. Et qu'en 1951, fin de 1951, il y a une coalition arrive au pouvoir sous la direction de Dr Mossadegh, qui était un juriste, et qui a, voilà, c'est important cette partie de l'histoire, que Mossadegh a voulu simplement nationaliser une partie de production pétrolière iranienne. Juste pour un chiffre, pour comprendre ça, ce que le Royaume-Uni de l'époque payait pour l'extraction de pétrole à l'Iran, c'était un quart de taxes qu'il payait à l'État anglais. Voilà ce qui s'est passé. Alors, à cette époque-là, il y a eu le coup d'État de la CIA. À l'époque, le président de la CIA, il s'appelait certain Richard Holmes, qui était président de la CIA, qui est après devenu l'ambassadeur des États-Unis à Téhéran. Et cette période de liberté, des choses comme ça, voilà, qui a fait que qu'il y a eu cette coalition, les débats démocratiques. Vraiment, à cette période-là, on peut dire que l'Iran, c'était un pays démocratique dans le sens bourgeois du terme. Oui, c'est d'ailleurs l'image que ressortent souvent l'extrême droite pour parler de cette période. Elle parle d'un essor de l'Iran à cette période-là. Quand on voit aujourd'hui le témoignage par rapport à tout ça sur l'Iran, enfin l'image aujourd'hui que les gens veulent, notamment de militants d'extrême droite, etc., qui justement soutiennent le Shah, disent, regardez, à ce moment-là, il y avait une effervescence démocratique. Effervescence, cette période très courte, qui était moins de 10 ans, justement, le roi, c'était roi. Un peu comme le roi de Belge, comme le roi de Danemark, la reine de Danemark. C'est cette période-là. Et quand ils ont organisé ce coup d'État, on peut revenir, et c'est là qu'il commence le voyage historique, d'une certaine manière, sur un fil historique. On va aller jusqu'à Chili. Donc, ils ont organisé un coup d'État. Après ce coup d'État, c'était terrible. C'est une période de répression qui a commencé en Iran. Il y a la police politique. Vraiment, moi, je peux en parler en tant que témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais à peine 18 ans. J'ai connu les tortures, de toutes ces choses-là. Et juste c'est qu'après, quand on apprenait, quand j'étais en prison, après prison où il y avait des interrogatoires, il y avait les grandes prisons, donc je pouvais voir d'autres prisonniers politiques et tout ça. Mais déjà à cette époque, on disait que les spécialistes de torture, ils étaient formés en Israël. Voilà. Bizarrement. Oui, voilà. Alors, pourquoi? Voilà, la torture. D'ailleurs, des fois, quand il y a un policier, des choses comme ça dans la prison, alors on avait une blague qu'on disait qu'il n'est pas scientifique, sa façon de torturer ou des choses comme ça. C'est-à-dire que la torture, il faut que vous ne tombiez pas dans le coma, mais que vous souffriez le maximum possible. Voilà. Mais alors, c'est commencé à 1953. C'est période terrible et qui a commencé jusqu'à 1979. Pour comprendre l'histoire, un peu l'ambiance, les hommes politiques, les acteurs politiques et des choses comme ça. Donc, il faut comprendre toute cette période-là. 79, il faut voir ce qui s'est passé à 53. Et 53, comprendre ce qui s'est passé auparavant, après la révision de la Constitution en 1905 et les premiers parlements en 1906.
et que toujours il y a des ingérences et tout ça, je ne veux pas chose comme ça. Et à cette période-là aussi, que jusqu'à 1953, l'Amérique avait une image plutôt, même Dr Mossadegh et tout ça, il pensait que peut-être que il y a une opposition entre les Anglais, et les Américains. Il a fait confiance. Hein. Aujourd'hui, on sait que vraiment comment le coup d'État a réussi. Alors, le modèle de ce coup d'État, la façon de le faire, le rapport avec le Parti communiste iranien, comment il y avait quelques groupes qu'on peut dire extrême gauche, entre guillemets, toutes ces choses-là, on voit en 1953, c'est le même modèle de coup d'État, 10 ans plus tard, se produit en Indonésie, et le renversement de président Sukarno et que Suharto, qui était un peu l'équivalent de Shah d'Iran ou l'équivalent de Pinochet de Chili, et qui prend le pouvoir. Entre-temps, il y a eu un autre coup d'État qui n'est pas sur ces modèles-là, qui est à Guatemala, qui je crois que c'est 56, 55, mes souvenirs ne sont pas bons, il y a déjà une implication des Israéliens dans ce coup d'État. Et 10 ans plus tard, sur le même modèle, c'est très intéressant comment s'est passé le coup d'État. En 1973, il y a eu le coup d'État contre un président Allende. Et il y a un certain nombre de choses. Vous savez, on peut pas juste un peu un contrepoint. Par exemple, il y a eu des manifestations en Chili sur la question, par exemple, des chertés de la vie, une certaine pénurie. Mais en même temps, quand vous voyez, par exemple, en 50, sous la Allende, par exemple, la consommation de blé est multipliée par 2,5. Il y avait 2,5 de plus. C'est-à-dire que le pays, parce que les pauvres, ils avaient des salaires, il y avait des ressources et des revenus. Donc, il mangeait plus. Voilà. Et ce coup d'État a beaucoup d'égards. C'est vraiment quand je lis les articles et des choses comme ça que maintenant on sait. Et de même manière, quelque chose qui s'est passé plus tard, par exemple en France. Vous voyez, par exemple, vous êtes trop jeune, vous connaissez même peut-être pas qui c'est Yves Montand. Mais si, quand même. Quand même. Ma mère a dit toujours que j'ai 60 ans dans l'âme. Donc Yves Montand, je connais. Voilà, qui était un bon chanteur, des choses comme ça. Et au début, il était communiste, mais c'était un traître, des choses comme ça. Ouais. Moi, je me souviens, à la télévision, il venait faire l'éloge du libéralisme. De l'école de Chicago. Ça, il faut comprendre. C'est une émission très célèbre qui s'appelle Vive la crise, qui était en 83, je crois. Voilà, qui venait faire Voilà, il dit oui, mais bon, il y a un problème, mais il faut dire qu'il a réussi quand même. Vous pouvez expliquer ce que c'est l'école de Chicago, peut-être, pour les gens qui... mais je ne pourrais pas dire l'école de Chicago, mais en fait, c'est plus que Yves Montand qui avait commencé à gauche un petit peu pas sa carrière politique, puisqu'il n'a pas vraiment... Comme pas mal d'artistes, il se revendiquait de gauche communiste. À l'époque, il était compagnon de route du Parti communiste, et puis à un moment, il y a eu un peu vers le milieu de sa vie, plutôt fin de sa vie d'ailleurs, où il a fait une émission qui est restée un peu dans les archives de l'INA, qui s'appelle Vive la crise, où en fait c'était un petit peu de dire que l'État-providence c'est fini et que maintenant, en gros, pour accompagner un peu un libéralisme réganien, quoi. On va faire ça. Voilà, il faisait des trucs comme ça, que les chômeurs sont responsables de leur chômage, des choses comme ça. Et puis on sait aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on sait qu'il faisait partie, après adhérer à un organisme, en fait, un ensemble qui s'appelle la Résistance internationale, qui est les anciens nazis. Tous ces gens-là en faisaient partie. Alors, pour revenir à l'Iran, du coup, il y a eu un petit peu... voilà, on en était plutôt dans les années 70, donc après la révolution iranienne, il y a eu un bouleversement, puisque l'Iran, qui était proche de l'Occident à cette époque-là, finalement, prend un tournant anti-impérialiste, mais il y a eu après la révolution islamiste, qui fait que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans les opposants qu'il peut y avoir aujourd'hui, ou des gens qui en fait sont par exemple de la diaspora, aujourd'hui peuvent être, disons, des descendants ou des fils d'eux, ou certains qui sont encore vivants, partisans de l'ancien régime du Shah, donc opposants à la régime islamique à cause du fait qu'ils étaient partisans du Shah, donc d'un ordre établi antérieur finalement. Il y a des opposants à la République islamique qui étaient aussi des opposants au Shah. Ce qui est un peu ton cas, je pense, sans te dévoiler complètement qui tu es, etc. Et il y a aussi des opposants qui étaient des opposants au Shah, qui sont
plutôt partisans de la République islamique. Bon, ça, c'est ceux qui dirigent l'Iran aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est pas comme si on avait eu une période bénie avant et ensuite une révolution qui a mal tourné, par exemple. Non, qu'il y a deux. Encore une fois, voilà. Il y a plusieurs époques, quoi. C'est des données factuelles qui sont intéressantes. Et alors, par exemple, certaines choses, pour comprendre, si je parle de ces choses-là, par exemple, souvent on parle des femmes iraniennes, les femmes iraniennes, oh là là, des choses comme ça. J'ai vu dans un groupe Ensemble Vert, comment ça s'appelle, Rouge, Vert, Poitiers, des choses comme ça. Bon, il avait parlé d'apartheid. Ah oui, la gauche éco-socialiste. Je crois que c'est ça. Par exemple, j'ai vu des phrases apartheid contre l'apartheid des femmes iraniennes et afghans. Souvent, il associe les femmes iraniennes et afghans. Alors, c'est par exemple quelques données factuelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on regarde le nombre de scolarisations des femmes sous le Shah, c'est vraiment terrible. Nous sommes le troisième pays, nous sommes un des pays les plus arriérés, même de la religion. À l'époque du Shah. À l'époque du Shah. Voilà. Nous sommes même derrière Bangladesh, tout ça. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a un mouvement populaire qui s'est libéré, les couches populaires qui ont s'emparé des institutions, y compris de oser envoyer leurs filles et des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, une donnée factuelle, c'est que les scolarisations des filles en Iran a eu un bond incroyable après la révolution islamique, qu'on peut dire islamique, mais on peut y revenir là-dessus, parce que des mots comme ça, on l'emploie. Non, c'est pas tout à fait vrai. En plus, historiquement, c'est pas une révolution islamique, c'est que c'est une révolution plurielle. Enfin, il y a eu des mollahs qui étaient dans la révolution, et c'est eux qui ont pris le dessus. Mais il y a une période, en fait. Alors, on va pas rentrer dans le détail des mois et des jours et des semaines, mais il y a une période, en fait, la révolution, c'est fin 78. Il y a eu plusieurs semaines ou plusieurs mois où il y a eu une transition, où il y a eu donc le premier président qui était Bani Sadr, qui était lui un laïc complètement. En fait, il y a eu une très courte période. C'était pas laïque. Non, il n'était pas laïque, pardon. Oui. Mais il était, en tout cas, à l'époque, l'Iran n'était pas une république islamique. Mais il y a une très courte période. L'Iran a adopté une constitution, qui est la constitution de la République islamique, que dans l'ensemble, je pense que c'est une constitution qui est très progressiste, quelque part. Oui. Et ça peut vous étonner. Mais je vais dire pourquoi. Il y a des éléments qui sont passés. Pourquoi les choses sont déviées? Je vais vous raconter une histoire personnelle. Moi, il y avait une période que les prisonniers politiques étaient libérés. À l'université de Téhéran, il y avait beaucoup de gens il y avait vraiment une animation, du théâtre, des débats, des choses comme ça. Et je me souviens que j'étais avec mes parents, qui étaient plus jeunes que moi maintenant, mais ils étaient considérés comme des vieux à l'époque. Et nous sommes partis pour écouter une conférence d'un grand écrivain iranien, dramaturge, qui était libéré donc à l'université de Téhéran. Pas des universités, l'université d'Ariamer à l'époque, au Sharif, mais ça s'appelle maintenant. Et ma mère m'a prié que je rentre s'il y a un affrontement, parce que je venais d'être libéré, ils ne voulaient pas vraiment. Bon, j'ai dit d'accord, vous partez, et moi je rentrais chez moi. Ce qui s'est passé, que mes parents ils ont raconté, et puis le suite, on peut le trouver, rechercher, c'est des faits historiques. Ils ont rentré à l'intérieur de l'université, mais à l'intérieur de l'université, on a arrêté des gens. Saïd Soltanpour, il a dit « Nous resterons jusqu'à demain ici, à l'université, et si les gens ne sont pas libérés, je déclare la grève générale. » La première grève générale en Iran, donc l'industrie de pétrole et tout ça, ils ont participé, c'est lancé par une personnalité de gauche. Après, dans les discours de Khomeini, il faut dire que bon, ils acceptaient la liberté d'expression, un certain nombre de choses, et le discours, c'était un discours populaire. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui était un peu, les Iraniens commençaient à entendre, c'est des opprimés. C'était pour les opprimés. C'est-à-dire que certaines idéaux d'égalité
sociales et des choses comme ça, il était déjà dans les discours. Mais il y avait quelque chose qui ressemble à des gens, certains jeunes gens qui connaissent pas l'histoire. Il dit, bon, qui ces gens-là s'en aillent, et puis après on verra. Et à l'époque, effectivement, nous, notre discours, c'était que, ben non, le slogan des gens, de partisans de Khomeini, c'était liberté, égalité, République islamique, et notre slogan était liberté, égalité, justice sociale. Voilà, c'était ça notre slogan. Et alors les choses avançaient bien, il y a eu des secousses, il y avait des choses problématiques et tout ça. Et quand il y a eu une manifestation, donc je participais à la manifestation, il y a à peu près après 800 000 personnes qui ont participé, parce qu'il y a un journal dont les propriétaires, ils ont pris la fuite, et pendant la Révolution, pendant ces mois-là, c'était un peu un journal progressiste, plutôt tendance gauche, et ce journal était interdit parce qu'il avait un peu critiqué que Khomeini intervienne trop dans la vie politique. Voilà. Et moi, j'ai marché à côté des gens. Et des gens qui étaient partisans de Khomeini étaient d'accord. Ils manifestaient parce qu'on avait interdit le journal. Et le journal a été libéré et réapparu. Et ce qui s'est passé, pour venir un peu, qui est un élément très, très important dans la compréhension, et que toujours la guerre, c'est une solution pour l'Occident, à cette époque-là, que les Occidentaux, ils ont fomenté cette guerre, et ils ont provoqué l'Irak. La guerre en Irak, du coup. Les guerres en Irak, c'est une guerre très meurtrière. Et tout l'Occident soutenait l'Irak. Tout. La France d'une manière... et l'Allemagne de manière la plus honteuse possible. Par exemple, ils ont fourni à l'Irak des armes chimiques. Les villages kurdes étaient bombardés. Les positions iraniennes étaient bombardées avec les armes chimiques fournies par la France et l'Allemagne. Donc ça, c'est dans cette guerre-là. Et qu'une résistance populaire a fait que, effectivement, après les 8 ans de guerre, l'Iran sort en quelque sorte victorieux de cette guerre. Parce qu'il y avait... Ça, c'est important. Donc, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Poitou Pop. C'est important de souligner ça parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que là, on est sur la première question depuis 30 minutes. Non, mais c'est pas grave. Mais en fait, on rappelait un petit peu de contexte historique par rapport à la situation actuelle de l'Iran. Mais c'est vrai que dans tout ce qu'on entend aujourd'hui, on a l'impression, tu prends toutes les émissions qu'il y a sur France Inter, France Culture, la télévision, CNews, enfin toutes les chaînes de télé et de radio, voire certains journaux de presse écrite, on a l'impression que cet épisode de la guerre en Irak, on n'en parle pas. Il n'a pas existé. Alors que ça explique quand même beaucoup de choses, notamment pourquoi il peut y avoir, malgré le fait que les Iraniens sont peut-être la plupart souffrent, disons, du régime de la République islamique et qui souhaitent pas y rester. Malgré tout, il y a quand même ce fort sentiment national, disons, chez les Iraniens, parce que cette guerre a quand même, dans les rues à Téhéran ou dans d'autres villes en Iran, il y a quand même des photos de martyrs de cette guerre un peu partout, des noms de rues au nom de martyrs, voilà. Donc ça a quand même vachement soudé le peuple iranien, cet épisode-là, et ça expliquerait aussi aujourd'hui que, en fait, il y a un truc qui est tordu, c'est qu'on entend beaucoup de gens qui sont partisans du fils du Shah pour qu'il revienne au pouvoir avec l'aide des Américains évidemment aujourd'hui, mais en fait ça n'a quasiment pas de prise dans la société iranienne parce que le fils du Shah il n'était pas en Iran non plus pendant cette période-là qui était la guerre en Irak, il était aux États-Unis. Tu vois, et si on comprend pas le fait qu'il y a cette guerre en Irak, en fait, si on fait abstraction de ça, en fait, on comprend pas que alors en fait, ça explique que en fait, jamais il y aura. Enfin, le fils du Shah, il a aucune légitimité populaire, en fait, finalement, pour cette raison-là aussi, quoi. Voilà, mais à un moment, il va jouer un rôle, c'est-à-dire que comme un peu, Machado au Venezuela, à un moment donné, mais je pense pas. Les Américains ne le comptent pas, c'est-à-dire qu'il n'a ni la capacité, ni il peut pas, s'il ne lit pas un texte qu'on lui dit, même dès le moindre interview, il n'est pas vraiment quelqu'un qui a une consistance. Donc, mais pour le moment,
c'est bien, voilà, pour certains. Et pour des jeunes gens, d'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, les télévisions financées par les étrangers qui montrent à l'époque de Shah, c'était très très bien. À l'époque de Shah, il y avait beaucoup de pauvres gens qui vivaient autour des villes et tout ça, qui était vraiment les conditions de vie. Encore par exemple sur avoir l'eau potable dans les villages iraniens à l'époque de Shah, encore c'était un des pays les plus arriérés de la région. C'est étonnant quand même, c'est un pays qui était riche. Voilà, je pense que tu as dit que j'étais un peu trop longue. Non, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il y a tellement à dire sur l'Iran qu'on va être obligé à un moment de on a un autre format dans notre association, c'est sur YouTube et on se retrouvera pour que tu puisses détailler encore plus en longueur là. C'est sûr qu'ici, dans tous les cas, 55 minutes, c'est toujours assez court. Mais justement, comme tu apportes tout ce côté historique, le Shah, finalement, en fait, c'est uniquement une vision européenne un peu qu'on a sur l'Iran. Aujourd'hui, quand on regarde des manifestations iraniennes en France, on voit des drapeaux partout avec le signe du Shah. Ouais. Et donc, il y a un peu ce truc du en fait, est-ce que finalement, on se trompe pas de drapeau est-ce qu'il n'y a pas un retournement de situation, enfin un retournement dans le cerveau des gens, de la même manière que Fernanda parlait de la mémoire de Pinochet, comme quoi il y avait un retour de la mémoire de Pinochet en mode Pinochet finalement peut-être c'était pas si mal, etc. Ouais. C'est quoi ta réaction quand tu vois des drapeaux du Shah qu'il y a en manifestation aujourd'hui, que ça soit en France ou dans d'autres pays occidentaux? Parce que c'est des gens qui n'ont pas de connaissance de ce qui se passe. Il n'y a pas de mémoire historique. Et c'est ça qu'on peut dire. Voilà, beaucoup de ces gens-là, ils ne savent pas ce qui se passe, ce qui s'est passé. Il y a une question, par exemple, qui beaucoup mobilise les Français. J'aimerais bien, je sais pas, est-ce que je peux aborder la question de voile, la question de voile là, parce que vraiment, ça fait des années que ça me poisonne la. C'est le moment de vider ton sac. Non, c'est pas histoire de vider le sac pour comprendre les situations. Ouais. Tu sais. Il y a, encore une fois, par exemple, on dit on va libérer les femmes iraniennes, les machins. Aujourd'hui, les proportions dans des grandes écoles d'ingénieurs en Iran, encore, c'est pas un soutien de la République islamique, c'est le dynamisme de la société iranienne et tout ça. C'est pas le grande école d'ingénieurs, d'ailleurs, qui est beaucoup. La proportion des femmes, c'est 2,5 fois plus que dans les écoles polytechniques et mines, je crois. En France, oui. En France, donc 2,5 fois. Donc, mais je reviens sur cette histoire de voile, parce que ces questions de voile, il y a ressemblance. Après, vous allez voir que je vais trouver des ressemblances entre la France et l'Iran actuel. Ça peut être un peu plus étonnant. Mais je vais commencer par cette histoire de voile. C'est, pour moi, je vais dire une phrase un peu choc comme ça, c'est-à-dire que pourquoi on peut comprendre, visuellement, voir des choses, mais comme si les voiles, c'est sur la tête des obligés, et que les femmes iraniennes, ils n'ont pas eu de liberté vestimentaire, mais les voiles est devenu devant les yeux de beaucoup des gens ici et ne comprennent pas la situation. C'est qu'il faut comprendre que tout à l'heure, nous parlions de Père de Shah. Le Père de Shah, c'était quelqu'un de moderniste, un peu fascisant. D'ailleurs, il a un penchant fasciste comme Atatürk en Turquie, qui obligeait les Turcs de s'habiller à l'occidental et le dictateur Reza Shah, qui en quelque sorte, comme Napoléon, a trahi la Révolution française, il a trahi la Révolution Constitution. Donc, il a eu cette histoire qui était interdit pour les gens. Par exemple, moi, je suis d'origine Lor, c'est une minorité iranienne, et des choses comme ça. Mon grand-père, il ne pouvait pas porter son chapeau traditionnel Lor. Il y a des policiers, à l'époque, dans ma ville, même quand j'étais encore enfant, les policiers étaient un cheval comme ça, qui passait, il l'enlevait. Ma grand-mère, qui était une femme libre à l'époque, franchement, qui avait un passeport, qui avait visité Cham à l'époque, ça veut dire la Syrie actuelle, il était à l'est de l'Iran, des choses comme ça. Les policiers voulaient arracher son foulard, c'est comme ça, et donc il s'est réfugié dans la maison des gens. Donc il y avait cette oppression, cette interdiction, ce modernisme ridicule et fascisant qui a fait effectivement qu'au moment où il y a une opposition,
l'histoire des voiles a pris symboliquement une valeur particulière. Et alors, on peut dire, oui, mais le régime actuel aussi, je dirais, pour choisir mes mots, ne pas laisser mes options de parler, je dirais irrationnel, un peu bête, ici en France, on met un ministre, il va scruter comme ça la jupe des jeunes filles, est-ce que c'est un abaya ou pas, ou des choses comme ça. Il y a des imbéciles équivalents en Iran, aussi qui allaient. Mais maintenant, cette question était pratiquement irrésolue. En Iran, il n'y a pas de rigueur particulière là-dessus. Mais bon, quelqu'un comme moi, que beaucoup de gens, ils sont pour la liberté vestimentaire. Voilà. Ma tante, qui était une ingénieure depuis très longtemps, qui travaillait à l'époque dans l'aéroport et des choses comme ça, c'est un métier qui n'était pas vraiment un métier de femme, si on peut dire. Quand il est venu ici, qu'on a parlé de choses comme ça, il a dit les Français nous ont trahis parce qu'ils ont cette liberté vestimentaire, ils l'ont enlevée, ils ont enlevé un argumentaire pour elle. Hein. Je pensais beaucoup pour, par exemple, je sais pas, sa fille, des choses comme ça. Et après, on peut parler aussi, il y a une autre ressemblance entre la France et l'Iran actuel, malgré tout, c'est l'oligarchie. Et le pouvoir de l'oligarchie en Iran est très, très important. Je dirais aussi important que l'oligarchie en France. Et qu'il y a une tendance à l'intérieur de gouvernements, de forces révolutionnaires et des choses comme ça, qui est la révolution de 79, j'en parle, hein, ces gens-là qui essayent de résister à l'oligarchie. Et une partie de tension que vous voyez, c'est entre les vraiment, je dirais, des milieux qui sont plutôt pour égalité économique et des choses comme ça. Il y a une partie de ces forces qui sont des forces oligarchiques en Iran, qui ont, comme ici, ils ont tous les médias. Bizarrement, voilà, c'est des choses quoi. Oui, il y avait il y a des anciens, par exemple, il y a la compagnie Mahan Airlines, là, qui est, la compagnie d'aviation, en fait, c'est des potes des mollahs, en gros. Qui la détiennent, par exemple. C'est comment on peut dire. Un exemple. Tout à l'heure, je dis quelque chose comme ça, que les gens vont dire, moi, je pour revenir, je précise un petit peu la remarque, mais c'est qu'en gros, il n'y a pas que de l'idéologie derrière. C'est que derrière, finalement, quand on dit le régime des mollahs, il y a aussi, disons, des intérêts économiques, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas qu'une histoire de voile, qu'une histoire de liberté individuelle. C'est pas ça. C'est une question. La ligne de fracture ne passe pas entre les religieux et non religieux. On pense entre les possédants, entre les riches, entre les milliardaires et entre le peuple. C'est ça. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que la constitution iranienne, c'était une constitution qui était très intéressante, de guide jusqu'à le président et des choses comme ça, tous sont des fonctions électives, y compris le guide, hein, c'est important. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça nous emmène encore à l'école de Chicago et le néolibéralisme, qui dans l'article 44 de la Constitution, l'enseignement, la santé et des choses comme ça doit être monopole et obligation de l'État. Et à une époque, l'ancien président Rafsanjani, qui était une période très très particulière dans le monde, ils ont supprimé l'article 44 et donc il y a eu une privatisation des moyens de production et d'autres institutions de l'État. Et dans cette répartition des privatisations, il y a eu effectivement les corruptions. Et ça commençait une partie des gens qui étaient effectivement, qui peut être proche d'un mollah parce qu'ils l'ont facilité, proche de la telle personnalité, des choses comme ça. Mais ce qui s'est passé petit à petit, cette partie a s'emparé vraiment de pouvoir économique et aujourd'hui, il réclame la totalité de pouvoir, c'est-à-dire qu'il veut chasser complètement des gens qui sont encore autour, qui sont maintenant un peu dans position, je dirais, défensif, mais qui défendent effectivement les idéaux, qui étaient vraiment, encore une fois,
C'était la question de santé, la question d'éducation, toutes ces choses-là qui étaient vraiment, c'était des acquis très, très importants de la Révolution. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces 40 minutes d'explication sur l'histoire iranienne, ce qui est plus qu'important, parce que pour comprendre une révolution, il faut comprendre d'où les gens partent et ce qu'ils ont dans la tête. Ouais. Et tu as réussi à nous remettre au moins un peu les idées en place. C'est extrêmement intéressant, donc on va pouvoir très prochainement... on va caler ça et on pourra faire une version plus longue sur les maîtres à penser. Une série, on peut faire une version en plusieurs. Oui, je le couperai en plusieurs épisodes. D'ailleurs, et bien, très prochainement sur la chaîne Ventre Presse, on va recevoir. Alors, juste vraiment, je tiens à dire quelques phrases, choses comme ça. C'est que en Iran, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y en a eu qui étaient intéressants, des mouvements populaires. La classe ouvrière iranienne, il y a une conscience de classe qui sont vraiment très, très intéressantes, des choses comme ça. Et chaque fois que ces mouvements-là commencent à agir d'une manière vraiment très rationnelle, c'est confisqué par confisqués par exemple, le mouvement actuel. Il y a eu dans les protestations qu'il y a eu en Iran, il y a eu des gens qui protestaient contre la vie chère, toutes ces choses-là, mais que tout ça, c'était confisqué. Et aujourd'hui, je veux vous dire que vraiment, il y a des mouvements, par exemple, que des fois, par exemple, vous entendez ici, si les bazars, c'est-à-dire les commerces, sont en grève, c'est vraiment le centre de commerce à l'époque du Shah, et même aujourd'hui, par exemple, les ouvriers de l'industrie pétrolière et tout ça, ils n'ont pas participé dans ces manifestations, mais ils s'organisent et ils préparent des changements. Voilà. Merci pour les clarifications. Donc ouais, bientôt sur Ventre Presse, on pourra se retrouver et mettre ça en version plus longue. En plus, on avait déjà parlé un peu de l'Iran il y a 6 ou 9 mois. Un petit peu, ouais, c'est ça. Du coup, de manière moins professionnelle que toi, bien entendu. Très prochainement, sur la chaîne YouTube de Ventre Presse, vous pourrez retrouver une interview qu'on a fait avec Étienne Dot, qu'on avait également reçu dans l'émission il y a 1 an, sur Sainte-Soline, avoir 20 ans à Sainte-Soline. Donc du coup, on va le retrouver. On va faire une version longue d'1 heure, 1h30 que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Poitou Pop, c'est fini pour cette semaine. Dans 2 semaines, très prochainement, le journal Le 30 qui fait son grand retour en version papier, qui aura un dossier spécial pour les municipales notamment. On vous tiendra informé, vous pourrez retrouver ça sur nos différents réseaux, que ce soit Poitou Presse ou ce que vous voudrez. Et écoutez, Mehdi, à très bientôt. Merci d'être venu sur les ondes de Radio Pulsar. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis, à très bientôt, j'espère. Et du plein air, merci pour la technique. Y a pas de quoi. Et puis, maintenant, c'est rester sur Radio Pulsar pour écouter Metal Fury. Et puis, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Dans des chimies, je te sens partir.